Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et ne manquez aucune de nos histoires. Tes lèvres rencontrent les miennes avec la force d'une tempête longtemps endiguée. Je ne peux pas respirer, je ne peux pas penser. Ses mains s'accrochent à mon visage avec une fermeté qui révèle à la fois le contrôle et le désespoir. Nous sommes au sommet de son empire de verre et d'acier, 50 étages au-dessus de la ville qu'il domine. Et pourtant, à cet instant, c'est moi qui semble avoir le pouvoir sur le grand Ethan Blackwood. « Oliver » murmure-t-il contre ma bouche, son haleine chaude se mêlant à la saveur onéreuse du whisky que nous buvions quelques instants auparavant. Mes doigts s'en mêlent dans ses cheveux noirs, plus doux que je ne l'ai jamais imaginé dans toutes les fois où j'ai fantasmé sur ce moment. Son corps me presse contre la paroi de verre, et en bas, les lumières de New York clignotent comme pour applaudir notre moment d'abandon. Je sens la chaleur qui émane de lui, la texture de son costume italien sous mes paumes, lorsque je trouve enfin le courage de le toucher. L'intensité du baiser diminue, mais pas la tension entre nous. Lorsqu'il se détache, ses yeux bleus, normalement aussi froids que l'acier qui a construit son empire, sont assombris par quelque chose que je ne parviens pas à identifier. Du désir, le regret, le calcul. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer, » dit-il, sa voix grave faisant vibrer tout mon corps. Et vraiment, je n'en avais aucune idée. Je n'avais aucune idée que ce baiser ne serait que le premier chapitre de l'histoire la plus dangereuse dans laquelle j'ai jamais été impliqué. Je m'appelle Oliver Hayes, et jusqu'à il y a 3 mois, je n'étais qu'un étudiant en journalisme qui tentait de survivre à New York avec un emploi à temps partiel dans un café et qui rêvait de faire des reportages qui changeraient le monde. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas exactement ce que je suis. Peut-être un prisonnier volontaire, peut-être un explorateur de territoires dangereux, ou peut-être simplement un fou passionné qui a perdu le contrôle de son propre récit. Tout a commencé par un article pour le journal de l'université. Les nouveaux titans, les jeunes milliardaires qui transforment l'économie américaine. C'était censé n'être qu'un article de plus, un élément de plus pour mon dossier. Mon professeur de journalisme d'investigation, la redoutable Madame Winters, nous avait mis au défi d'obtenir des entretiens avec des personnalités inaccessibles. La plupart de mes camarades de classe ont ciblé des politiciens locaux ou des célébrités de second plan. Moi, poussé par une ambition qui me place souvent dans des situations impossibles, j'ai choisi Ethan Blackwood. À 32 ans, ce dernier est le PDG d'Obsidian Financial Group, une entreprise qui a révolutionné le marché de l'investissement grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Réservé, il donnait rarement des interviews et était connu pour son tempérament froid et calculateur dans les négociations. Les tabloïds l'ont surnommé « le loup solitaire de Wall Street », non seulement en raison de sa férocité dans les affaires, mais aussi parce qu'on ne le voyait jamais 2 fois avec la même escorte. « Tu rêves trop grand, Oliver », m'a dit mon colocataire Marcus lorsque je lui ai fait part de mon projet. « Les gens comme toi et moi n'entrent pas dans le monde des gens comme lui. » Mais j'ai toujours été têtu. J'ai passé 2 semaines à envoyer des courriels à tous les contacts possibles chez Obsidian Financial. J'ai appelé les secrétaires, les attachés de presse, et j'ai même essayé d'approcher les employés à l'extérieur de l'imposant bâtiment de la société, au centre de Manhattan. Rien ne fonctionnait. C'est alors que j'ai rencontré Samantha Blackwood, la jeune sœur d'Ethan, lors d'une conférence sur le journalisme numérique à l'université, ce que je ne peux qualifier que de destin ou d'ironie cosmique. Elle était invitée en tant qu'oratrice, la directrice d'une start-up spécialisée dans les médias numériques dont je ne savais même pas qu'elle avait un lien avec la famille Blackwood. « Vous êtes persévérant, Monsieur Hayes », m'a-t-elle dit lorsque je l'ai abordé après l'événement, me surprenant à connaître mon nom. Mon frère m'a dit qu'un étudiant en journalisme assez insistant essayait de vous interviewer. Mon visage s'est enflammé d'embarras. A-t-il parlé de moi? Samantha rit, un son étonnamment chaleureux venant de quelqu'un qui porte le nom de Blackwood. Ne vous inquiétez pas, il n'était pas en colère. En fait, je pense qu'il était intrigué. Il a dit que vous étiez la seule à ne pas essayer d'utiliser la flatterie ou l'intimidation. Elle sort une carte de visite de son sac à main et écrit quelque chose au dos. C'est l'adresse e-mail personnelle de son assistant. Dites-lui que c'est moi qui l'ai envoyé. Je ne peux rien promettre, mais... Elle sourit. Ethan apprécie la détermination. Et parfois, il aime être surpris. 3 jours plus tard, un entretien de 15 minutes était programmé dans le Pantouz qui servait de bureau personnel à Ethan Blackwood.
L'Obsidian Tower était un monument d'ambition et de puissance. 50 étages de verre noir qui reflétèrent le ciel de Manhattan comme un miroir sombre. Le hall d'entrée était tout en marbre blanc et en acier brossé, créant un contraste presque douloureux pour les yeux. « Monsieur Hayes veut voir Monsieur Blackwood », ai-je dit à la réceptionniste, en essayant de paraître plus sûr de moi que je ne l'étais dans mon seul costume décent, acheté lors d'une liquidation 3 ans plus tôt. Elle m'a regardé avec une expression qui disait clairement « Vous n'avez rien à faire ici », mais à vérifier mon nom sur son système et à hocher la tête. 50e étage, bureau du dernier étage. L'ascenseur privé menant au Penthouse nécessitait une carte spéciale fournie par un agent de sécurité à l'expression impassible. Pendant que je montais, seul dans cette boîte à miroirs, je répétais mentalement mes questions une fois de plus. Je devais optimiser chaque seconde de ces 15 minutes. Les portes s'ouvrent directement sur un grand espace qui ressemble plus à une galerie d'art moderne qu'à un bureau. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue panoramique de New York qui me fit bondir l'estomac, à la fois pour sa beauté et sa hauteur vertigineuse. Monsieur Hayes. La voix m'a surpris. Je me suis retourné et il était là. Ethan Blackwood en personne, debout à côté d'une sculpture abstraite qui coûtait probablement plus cher que toutes mes possessions réunies. Les photos ne lui rendent pas justice. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, avec de larges épaules parfaitement mises en valeur par son costume noir sur mesure. Ses cheveux noirs étaient coiffés avec précision et sa peau pâle contrastait avec des yeux bleus intenses qui semblaient lire mes pensées les plus secrètes. « Monsieur Blackwood », ai-je réussi à dire en lui tendant la main. « Merci de me recevoir. » Sa poignée de main était ferme, ses doigts longs et froids contre ma paume. 15 minutes, comme convenu. Ma sœur ne tarit pas d'éloges sur vous. Je la connais à peine, en fait. Un petit sourire ourla ses lèvres. Samantha a un bon jugement de caractère. Elle se trompe rarement sur les gens. Il me fait signe de le suivre jusqu'à un espace où se trouvent 2 canapés en cuir blanc. Un café? Oui, s'il vous plaît. Il n'a pas appelé d'assistant. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers un petit comptoir et a préparé 2 tasses d'expresso dans une machine qui semblait sortir d'un laboratoire de design italien. « Alors, dit-il en me tendant une fine tasse de porcelaine, voulez-vous savoir comment j'ai bâti mon empire financier? Comment j'ai révolutionné le marché avec des algorithmes prédictifs? Les secrets de ma réussite? » Il y avait un léger ton d'ennui dans sa voix. J'ai bu une gorgée de mon café, le meilleur que j'ai jamais goûté, et j'ai posé mon enregistreur sur la table basse. En fait, je suis plus intéressé par l'homme qui se cache derrière l'empire. Tout le monde sait ce que vous avez construit, Monsieur Blackwood. Peu savent qui vous êtes. Ses yeux se sont légèrement rétrécis et, pendant un instant, j'ai cru que j'avais commis une erreur fatale. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a ri. Un rire court et bas, mais sincère. « Intéressant », a-t-il murmuré. « Bien joué, Monsieur Hayes. Vous avez toute mon attention. » Les 15 minutes se transformèrent en 30, puis en 1 heure. Ethan Blackwood était une énigme, alternant entre des réponses profondément personnelles sur son enfance difficile, avec un père absent et une mère luttant contre la toxicomanie, et des déviations calculées lorsque nous abordions des sujets qu'il ne voulait pas aborder. « Dernier sujet », a-t-il dit en jetant un coup d'œil à sa montre-bracelet qui a probablement coûté plus cher que mes frais d'inscription à l'université. « Choisissez judicieusement. » J'ai hésité. Puis j'ai décidé de tenter ma chance. Pourquoi quelqu'un qui accorde tant d'importance au contrôle et à la vie privée accepterait-il de m'accorder cette interview? Ses yeux ont croisé les miens avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Peut-être que j'étais curieux. À propos de ce jeune homme si déterminé à me rencontrer. Il s'est légèrement penché en avant. De ce que vous verriez en me regardant, la plupart des gens ne voient que ce qu'ils veulent avoir. Le pouvoir, l'argent, l'influence. Vous semblez chercher quelque chose de différent. J'ai éteint l'enregistreur, sentant que cette partie de la conversation n'était plus à publier. Je cherche la vérité. C'est ce que font les journalistes. La vérité, répète-t-il, comme s'il savourait le mot. Un concept fascinant et dangereux, Oliver. Puis-je vous appeler Oliver? J'acquiesce, soudain conscient de la façon dont il occupe l'espace, de l'air qui semble électrisé entre nous. La vérité, c'est que vous m'intriguez, poursuivit-il. Et les gens qui m'intriguent sont rares. Il a sorti une carte de sa veste et me l'a tendue. Elle était noire et ne comportait qu'un numéro de téléphone imprimé en argent. C'est mon contact personnel,
Si vous avez d'autres questions pour votre article, ou quoi que ce soit d'autre, nos doigts se sont brièvement touchés lorsque j'ai pris la carte et je jure que j'ai senti un courant électrique parcourir ma peau. J'allais dire merci quand son téléphone a sonné. Je dois répondre à cette question, dit-il en reprenant son ton professionnel. Calvin va vous raccompagner. C'est ainsi que notre rencontre s'est terminée, aussi brusquement qu'elle avait commencé. Tandis que l'agent de sécurité me ramenait vers l'ascenseur, je sentais le poids de la carte noire dans la poche de ma veste. Il y avait quelque chose de dangereusement séduisant dans l'idée d'avoir un canal direct avec Ethan Blackwood, un homme qui n'offrait certainement pas ce privilège à beaucoup. Ce que j'ignorais alors, c'est que cette carte n'était pas seulement une forme de contact, c'était une invitation à entrer dans un monde que je ne comprenais pas, un monde de pouvoir et d'obsession dont je n'étais pas prêt à faire partie. L'article a été un succès. Madame Winters l'a qualifié de « étonnamment intime » et m'a suggéré de le soumettre à des publications plus importantes. Mes collègues voulaient savoir comment j'avais réussi à faire parler Ethan Blackwood de son enfance difficile et de ses premières insécurités dans le monde des affaires, des sujets qu'il n'avait jamais abordés publiquement. Pendant 3 jours, j'ai porté la carte noire sur moi, la sortant de temps en temps de ma poche pour vérifier qu'elle était bien réelle. Pendant 3 nuits, j'ai tapé le numéro sur mon téléphone portable, puis je l'ai effacé avant d'appuyer sur « Call ». Le 4e soir, dans mon petit appartement en colocation, alors que Marcus était parti à l'une de ses nombreuses fêtes, j'ai envoyé un message. « M. Blackwood, c'est Oliver Hayes. Je voulais vous remercier à nouveau pour l'interview. Mon article a reçu une excellente critique. La réponse est arrivée presque instantanément. « Félicitations, Oliver. Et c'est Ethan, s'il vous plaît. Voulez-vous fêter votre succès? Je vous envoie une voiture. Sois prêt dans 30 minutes. » Je fixais l'écran du téléphone portable, le cœur battant la chamade. C'était de la folie. Je devais refuser. J'avais du travail, une matinée de travail au café le lendemain. Mais je me suis surpris à taper « Je serai prêt ». Exactement une demi-heure plus tard, un message m'indiquait que la voiture m'attendait. Ce n'était pas une simple voiture, mais une limousine noire avec un chauffeur en uniforme qui m'a ouvert la porte comme si j'étais quelqu'un d'important. Le véhicule m'a emmené dans ce qui ressemblait à un club privé de Soho. Pas de signalisation extérieure, juste une porte discrète gardée par un homme en costume qui a hoché la tête lorsque j'ai mentionné le nom d'Ethan. L'intérieur est un exemple d'opulence sobre, éclairage tamisé, mobilier en cuir sombre, œuvres d'art contemporain sur les murs. Seules quelques tables étaient occupées par des personnes qui semblaient trop importantes pour regarder autour d'elles. Ethan était assis seul dans une cabine au fond, un verre de quelque chose d'ambré à la main. Il portait une chemise noire déboutonnée au col, sans cravate, mais il était plus élégant que moi dans mes plus beaux habits. « Oliver », dit-il en se levant pour me saluer. « Bienvenue à Oblivion. C'est votre club ?» demandai-je, tandis qu'il me faisait signe de m'asseoir. « C'est l'un de mes investissements secondaires ?» répondit-il avec un léger sourire. « J'aime les endroits où je peux contrôler l'atmosphère. Un serveur se matérialise silencieusement à côté de nous. De même pour mon invité, dit Ethan. Que buvons-nous? Un whisky japonais de 18 ans d'âge, une petite distillerie que j'ai achetée l'année dernière. Le serveur m'a apporté mon verre et Ethan a levé le sien pour porter un toast. Au talent journalistique et à la curiosité qui réunit les bonnes personnes. J'ai bu une gorgée, sentant le liquide brûler agréablement dans ma gorge. Pourquoi suis-je ici, Ethan? Ses yeux brillent d'appréciation pour ma franchise. Je vais droit au but. J'aime ça. Il fit tourner le liquide dans son verre avant de poursuivre. Vous avez eu le courage de me demander des choses que personne ne demande. La perspicacité de voir au-delà de la façade que j'ai soigneusement construite. C'est rafraîchissant. C'est mon travail de journaliste. Non. Votre travail consisterait à rapporter des faits. Vous avez fait plus. Vous avez cherché à comprendre. Il se penche un peu plus près. Savez-vous combien de personnes essaient vraiment de me comprendre, Oliver? Pas le PDG, pas le milliardaire, mais l'homme? J'imagine qu'il y en a très peu. Aucune, a-t-il corrigé. Même vous. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa voix, dans la façon dont ses yeux ne quittaient pas les miens. J'ai senti mon visage s'échauffer, et ce n'était pas seulement à cause du whisky. J'ai une proposition à vous faire, poursuit-il. Je cherche quelqu'un pour écrire ma biographie non autorisée. J'ai failli m'étouffer avec mon verre. Une biographie non autorisée que vous autorisez? Il a souri, un vrai sourire qui a transformé son visage habituellement sérieux. Exactement.
Je veux que quelqu'un documente ma vie, mes affaires, mes complexités, mais avec une liberté éditoriale totale, sans interférence de ma part. Pourquoi moi? Je ne suis qu'un étudiant. Et parce que vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Et parce que, il a fait une pause, ses yeux parcourant mon visage d'une manière qui m'a fait prendre conscience de chaque centimètre de ma peau, je crois que nous pouvons avoir une alchimie productive. À ce moment-là, j'ai compris le double sens de ses paroles. L'air entre nous semblait chargé d'électricité. Ce serait une opportunité incroyable sur le plan professionnel, ai-je poursuivi, essayant de maintenir la conversation sur un terrain sûr. Mais je dois vous demander quel serait le marché. C'est simple. Un accès complet à ma vie pendant 6 mois. Interviews, documents, voyages avec moi si nécessaire. En échange, une généreuse avance et, bien sûr, l'exclusivité qui fera décoller votre carrière avant même que vous ne soyez diplômé. C'est trop beau pour être vrai. Son regard s'intensifie. Il y a des conditions, bien sûr. Une discrétion absolue pendant le processus, un accord de confidentialité. Et il a fait une pause calculatrice. Votre honnêteté totale avec moi, toujours. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a fait sentir qu'il négociait bien plus qu'un contrat de livre. Je dois y réfléchir, ai-je finalement répondu. Naturellement, il a sorti une autre carte de sa poche, blanche cette fois, avec l'adresse de son appartement personnel. Demain soir, 20h, dîner chez moi pour discuter des détails. Si vous venez, je considérerai que vous êtes intéressé. Le reste de la soirée s'écoule dans un brouillard de conversations intellectuelles et de boissons coûteuses. Ethan était fascinant, cultivé, intelligent, avec des opinions bien arrêtées sur tout, de la politique à l'art contemporain. Lorsque nous avons finalement quitté le club, il était presque minuit. « Mon chauffeur va vous ramener chez vous », a-t-il dit, alors que nous attendions sur le trottoir. La limousine a glissé silencieusement vers nous. « Merci pour la soirée », ai-je dit en tendant la main pour la serrer. Au lieu de me serrer la main, Ethan l'a gardée plus longtemps que nécessaire, son pouce traçant un léger cercle dans ma paume. « À demain, Oliver !» a-t-il dit, avec une certitude qui laissait penser qu'il connaissait ma décision avant même que je la prenne. Alors que la limousine me ramenait dans mon monde normal, j'ai réalisé que j'étais entraîné dans l'orbite d'un homme qui avait manifestement l'habitude d'obtenir exactement ce qu'il voulait. La question était de savoir ce qu'Ethan Blackwood attendait exactement de moi. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez savoir comment évolue la relation entre Oliver et Ethan, n'oubliez pas d'aimer et de commenter ci-dessous. Vos commentaires et votre soutien sont essentiels pour que je puisse continuer à vous proposer des histoires qui capturent des émotions intenses et des relations complexes. Quelle sera la décision d'Oliver? Qu'est-ce qu'Ethan attend? Vraiment de lui? J'ai passé toute la journée du lendemain dans un état d'agitation nerveuse. La proposition d'Ethan sonnait comme une opportunité professionnelle extraordinaire, le genre que les étudiants en journalisme ne rêvent d'obtenir qu'après des années dans le métier. Mais il y avait autre chose, un sous-texte que je ne pouvais ignorer. « Tu vas vraiment dîner dans la maison privée d'Ethan Blackwood ?» demande Marcus avec incrédulité, alors que j'essaie de décider de ce que je vais porter. Le même type qui a son propre article dans Forbes 30 Under 30 et qui achète des entreprises comme il achète du café? C'est juste un dîner d'affaires, ai-je répondu, même si je n'y croyais pas tout à fait moi-même. Les affaires, bien sûr, sourit Marcus en haussant les sourcils de manière suggestive. Fais attention, mon pote. Les gens comme lui ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. À 7h45, je me trouvais devant l'immeuble d'Ethan dans l'Upper East Side, un bâtiment art déco restauré qui semblait avoir été transporté d'une autre époque. Le portier connaissait déjà mon nom et m'a conduit directement à l'ascenseur privé qui menait au penthouse. La porte de l'appartement s'est ouverte avant même que je ne frappe. Ce n'était pas Ethan, mais une femme d'âge moyen dans un uniforme discret. « Monsieur Hayes », dit-elle avec un léger accent européen. « Je suis Helena, la gouvernante de Monsieur Blackwood. Je vous en prie, entrez. Il vous attend dans la salle à manger. » L'appartement était exactement ce que j'attendais de cet homme. Élégant, minimaliste, avec des pièces de design qui coûtaient probablement plus cher qu'une voiture. Les murs affichaient des œuvres d'art contemporain que j'avais reconnues dans de grandes galeries et la vue sur Central Park était à couper le souffle, même la nuit. Ethan se tenait près d'une table joliment dressée, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche immaculée dont les manches étaient soigneusement repliées jusqu'aux avant-bras. Il semblait plus accessible ainsi, moins PDG et plus humain. « Oliver !»
sourit-il en s'approchant pour me serrer la main. Ponctuel, j'apprécie cela. Son contact s'est attardé une seconde de plus que nécessaire et j'ai remarqué que ses yeux passaient rapidement sur mon corps, évaluant ma tentative d'avoir l'air professionnel dans mon meilleur blazer et mon pantalon. Ton appartement est génial, ai-je commenté en essayant de cacher ma nervosité. C'est juste un endroit où je dors, a-t-il répondu en haussant les épaules. Je préfère le considérer comme une galerie privée. Il fait un geste vers la table. Nous allons dîner? Le chef a préparé quelque chose de spécial ce soir. Le dîner est servi par un chef personnel qui n'apparaît que pour présenter chaque plat élaboré avant de disparaître dans la cuisine. La nourriture était extraordinaire, sophistiquée sans être prétentieuse, accompagnée de vins parfaitement assortis. Nous avons discuté de littérature, de politique et de mes ambitions journalistiques. Ethan était un interlocuteur fascinant, passant facilement d'un sujet à l'autre avec un esprit vif qui me laissait constamment sur le qui-vive. Il m'a finalement dit, alors que nous sirotions un café après le dessert, « As-tu réfléchi à ma proposition ?»« Oui, » répondis-je en rassemblant mon courage. « Et j'ai aussi quelques conditions. » Un sourcil se lève, la surprise ou peut-être l'amusement se lit sur son visage. « Des conditions ? C'est intéressant. Continuez. Un contrôle éditorial total, comme vous l'avez mentionné. L'accès à vos fichiers et à vos contacts. Et, j'hésite avant d'ajouter, la clarté sur vos attentes. Toutes. » Ethan posa lentement sa tasse de café sur la table, ses yeux ne quittant pas les miens. « Vous êtes plus perspicace qu'il n'y paraît, Oliver. Je dois l'être. C'est mon travail de lire entre les lignes. » Il se lève brusquement. Poursuivons cette conversation dans un endroit plus confortable. Je l'ai suivi dans un salon avec des canapés en cuir et une cheminée moderne allumée, créant des ombres dansantes sur les murs. Il s'est dirigé vers un bar dans le coin et a versé 2 verres de cognac dans des verres en cristal. « Je vais être franc, » dit-il en me tendant l'un des verres. « Vous m'intéressez, Oliver, pas seulement sur le plan professionnel. » Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé un visage neutre. « Je comprends. Et tu es quand même venu ce soir. » À cause de l'opportunité professionnelle. Juste pour ça, il s'est rapproché, son parfum coûteux a envahi mes sens. Tu n'as pas senti la connexion entre nous pendant l'entretien, hier soir au club? J'ai bu une gorgée de cognac pour gagner du temps, sentant le liquide me brûler la gorge. J'ai ressenti quelque chose, ai-je finalement admis. Mais je ne mélange pas les affaires avec d'autres choses. Moi non plus, normalement. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, suffisamment près pour que je sente la chaleur de son corps. Mais il y a des exceptions à toutes les règles, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu proposes exactement? Demandai-je en essayant de garder une voix stable. Ethan fit tourner le cognac dans son verre, regardant la lumière du feu se refléter sur le liquide ambré. Un partenariat, professionnel et personnel. Tu auras ton livre, ton coup d'éclat. J'aurai quelqu'un qui verra au-delà de la façade que j'ai construite. Cela semble être un accord très inégal en termes de pouvoir. Il sourit, de ce sourire rare et authentique qui transformait son visage. C'est astucieux. La plupart des gens ne s'en rendraient même pas compte. Je ne suis pas la plupart des gens. Manifestement pas. Il a posé son verre sur la table et, d'un geste fluide, m'a pris la main. Son contact était chaud et étonnamment doux. Je peux être très intense, Oliver. Je contrôle tout dans ma vie, mes affaires, mon environnement, mes relations. C'est ma nature. Et tu veux me contrôler aussi? Demandai-je, ma voix étant plus basse que je ne l'aurais voulu. Ses doigts ont tracé des cercles doux sur ma paume, faisant descendre la chair de poule le long de mon bras. Je veux te connaître. Je veux que tu me connaisses vraiment. Le reste, on verra. Il était dangereusement proche maintenant, ses yeux bleus fixés sur les miens avec une intensité qui me coupait le souffle. Je devrais me lever, rester professionnel, me rappeler toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Au lieu de cela, je me suis entendu dire « J'accepte votre proposition. Pour le livre. » Juste pour le livre. Sa main a remonté le long de mon bras et s'est posée sur la courbe de mon cou. Pour l'instant, ai-je réussi à répondre, mon pouce accélérant sous son contact. Il hocha lentement la tête, comme s'il venait de remporter une petite victoire. « C'est très bien. Nous commencerons demain. » Ses doigts se détachèrent, laissant ma peau frissonner. Et pour le reste, je crois qu'il y a des choses qui ne se font pas à la va-vite. Les semaines qui suivirent furent des montagnes russes d'émotions et de découvertes. Pendant la journée, je me plongeais dans l'univers d'Ethan Blackwood, l'accompagnant à des réunions, interrogeant ses associés, examinant les documents qui racontaient l'histoire de son empire financier.
Ethan était différent au travail, froid, calculateur, parfois impitoyable. Je l'ai vu détruire les arguments de cadres qui gagnaient des millions, faire et défaire des fortunes en quelques mots, naviguer dans le monde des ultra-riches comme un prédateur dans son habitat naturel. « Vous ne semblez pas approuver mes méthodes », a-t-il commenté un après-midi après une réunion particulièrement tendue au cours de laquelle il avait licencié un cadre supérieur devant l'ensemble du conseil d'administration. Il avait une famille, 3 enfants, ai-je répondu, alors que nous montions dans l'ascenseur privé. Il recevra une généreuse indemnité de départ, plus que ce que la plupart des gens obtiennent en 10 ans. Ses yeux se sont fixés sur les miens dans le miroir de l'ascenseur. Les affaires n'ont pas de place pour le sentimentalisme, Oliver. C'est ainsi que vous voyez toutes vos relations, comme des transactions? Quelque chose s'est assombri dans son regard. Pas toutes. Nos soirées étaient différentes. Des dîners dans des restaurants exclusifs où nous étions toujours assis à la meilleure table, des événements culturels privés où Ethan me présentait vaguement comme mon biographe, des conversations profondes dans son appartement qui se prolongeaient souvent tard dans la nuit. Et il y avait cette tension constante entre nous. Les caresses apparemment désinvoltes, les regards qui duraient quelques secondes de trop, l'électricité dans l'air lorsque nous étions seuls. Ethan n'a jamais franchi les limites que j'avais tacitement fixées, mais son attirance pour moi était palpable. Et à ma surprise et à ma confusion, je me trouvais de plus en plus attiré par lui aussi. « Pourquoi n'as-tu jamais eu de relation à long terme ?» lui ai-je demandé un soir, alors que nous étions assis sur le balcon de son appartement, la ville scintillant au-dessous de nous. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Il a finalement répondu « Le contrôle. J'aime le contrôle. Dans mes entreprises, dans mes finances, dans ma vie personnelle. Et les relations exigent de renoncer à une partie de ce contrôle. » Exactement. Il m'a regardé intensément. Très peu de personnes valent ce sacrifice. J'ai dégluti, sentant le poids de ses mots. C'est lors d'un voyage à San Francisco pour une conférence sur la technologie que les choses ont changé entre nous. Ethan avait insisté pour que je l'accompagne, réservant une suite adjacente à la sienne dans l'hôtel le plus exclusif de la ville. Après une longue journée de réunions et de présentations, nous étions dans sa suite en train de réviser mes notes lorsqu'un orage soudain a provoqué une coupure d'électricité. L'obscurité soudaine n'était rompue que par les lumières de la ville à travers les fenêtres panoramiques. « Cela doit être temporaire », a déclaré Ethan, sa silhouette se découpant sur la fenêtre alors qu'il regardait la ville partiellement plongée dans l'obscurité. « On dirait que tout le quartier a été touché », ai-je commenté en m'approchant de la fenêtre. Nous sommes restés côte à côte, regardant l'orage transformer San Francisco en un tableau dramatique d'ombres et de lumière. Le silence entre nous était chargé de quelque chose qui grandissait depuis des semaines. « Oliver », sa voix était basse, presque un murmure. « Essayes-tu de m'éviter aujourd'hui ?»« Non », répondis-je automatiquement, puis j'hésitais. « Peut-être. Pourquoi ?» Je me suis retourné pour lui faire face dans la pénombre, son expression étant partiellement visible dans la lumière diffuse de la ville. « Parce que ça devient compliqué, c'est. Nous, cette situation. Je suis ici pour écrire ta biographie, pas pour. Pourquoi faire ?» Il s'est rapproché, réduisant l'espace entre nous. « Tu sais pourquoi. » Une de ses mains s'est posée sur mon visage, si légèrement que j'aurais pu l'imaginer. « Dis-le. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Pour m'engager avec toi. Et pourtant, nous y sommes. » Ses doigts ont tracé la ligne de ma mâchoire. Des semaines à prétendre qu'il n'y a rien entre nous. « Ethan » commençai-je, ne sachant comment terminer. Un éclair illumina le ciel, baignant la pièce d'une lumière blanche pendant un instant, révélant l'intensité de ses yeux. Lorsque l'obscurité est revenue, ses lèvres ont rencontré les miennes. C'était un baiser comme je n'en avais jamais connu, contrôlé et pourtant passionné, comme si Ethan m'imposait sa volonté tout en s'abandonnant à quelque chose d'inévitable. Mes mains ont trouvé sa poitrine, avec l'intention initiale de le repousser. Mais au lieu de cela, j'ai attrapé sa chemise, l'attirant plus près. Il gémit tout bas contre ma bouche, un son de satisfaction et de désir qui fit vibrer tout mon corps. Ses mains ont saisi mon visage, puis ont glissé vers ma nuque, mes épaules, mon dos, chaque contact laissant une traînée de chaleur. L'orage au dehors semblait être le reflet de ce qui se passait en moi, le tonnerre, les éclairs, la destruction des barrières soigneusement construites. Lorsque nous nous sommes finalement séparés,
Nous respirions tous les deux difficilement. Il a posé son front contre le mien, les yeux fermés, comme s'il savourait l'instant. « Cela complique tout », ai-je murmuré. « Ça clarifie tout », a-t-il corrigé, ses doigts s'entremêlant dans mes cheveux. « On ne peut pas continuer à faire semblant, Oliver. » Les lumières se sont soudainement rallumées, nous ramenant à la réalité avec leur clarté impitoyable. Je recule d'un pas, soudain consciente de la limite que nous venons de franchir. « J'ai besoin de réfléchir », ai-je dit, ma voix trahissant ma confusion. « Cela affecte le livre, le travail. Reste, dit-il simplement, en me tendant la main. « Je ne peux pas, ai-je répondu, même si toutes les cellules de mon corps le voulaient. Pas maintenant, j'ai besoin d'espace. » Quelque chose a traversé son visage. De la frustration, peut-être de la déception. Puis il a hoché la tête, son contrôle caractéristique reprenant le dessus. « Comme tu veux. Nous en reparlerons demain. » Je suis retourné dans ma suite, l'esprit en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. Le baiser avait tout changé et rien en même temps. C'était ce que je craignais et ce que je désirais secrètement depuis notre première rencontre. Le lendemain matin, lorsque nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner, Ethan était impeccablement habillé et posé, comme si rien ne s'était passé. Seuls ses yeux, plus intenses que jamais lorsqu'il se pose sur moi, révèlent le changement qui s'est opéré entre nous. « Nous devons établir quelques règles, » a-t-il dit, alors que nous attendions d'être servis dans un restaurant privé surplombant la baie. « Des règles ? Si nous voulons explorer cet aspect de notre relation, il faut que tu comprennes certaines choses à mon sujet. » Sa voix était calme, professionnelle, comme si nous discutions des termes d'un contrat. « Je ne suis pas le genre d'homme à avoir des relations conventionnelles, Oliver. »« Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Il prend une gorgée de café avant de répondre. « Cela signifie que j'ai besoin de contrôle, dans tous les domaines, et surtout avec quelqu'un qui représente quelque chose pour moi. » Un frisson me parcourut l'échine. « Je représente quelque chose pour toi ?» Pour la première fois depuis que je l'ai rencontré, Ethan a semblé momentanément vulnérable. Plus que ça ne devrait, vu le temps que nous avons passé à nous connaître. Et ce contrôle, qu'implique-t-il? L'exclusivité, l'honnêteté absolue et votre confiance en mes décisions. Je fronce les sourcils. Cela semble plutôt unilatéral. Un sourire ourla ses lèvres. En retour, je vous offre ma protection, la sécurité, des expériences que vous n'auriez jamais imaginées, et la promesse de ne jamais franchir les limites que tu as clairement fixées. Limites, répétai-je, essayant de comprendre ce qu'il me proposait. Tout le monde a des limites, Oliver. La différence, c'est que je te demande de connaître les tiennes, pendant que j'explore tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mon pouls s'accéléra à ces mots, aux implications qu'ils contenaient. Et le livre? Mon travail? Ils sont séparés de tout ça. Nous continuerons comme nous l'avons fait professionnellement. Il hésite. Son regard parcourt mon visage. À moins que tu ne préfères mettre un terme au projet. Non, répondis-je rapidement. Le livre est important pour moi. Alors il faut une ligne claire entre le travail et le reste. J'ai regardé par la fenêtre le Golden Gate Bridge, partiellement recouvert par la brume du matin. J'entrais en territoire inconnu, attiré par la gravité d'un homme dont le monde était aussi différent du mien que possible. Il faut que j'y réfléchisse, Ethan. Il acquiesça, retrouvant son calme inébranlable. Naturellement, je ne m'attends pas à une réponse immédiate. Je n'attends pas de réponse immédiate. Sois honnête quand tu auras pris ta décision. Nous sommes rentrés à New York le même jour, mais j'étais différente. Le baiser avait brisé quelque chose en moi. Une barrière entre l'Oliver que je connaissais et une version de moi-même que je commençais à peine à découvrir. J'ai passé le week-end dans mon petit appartement, ignorant les messages de Marcus qui me questionnaient sur mon travail avec le milliardaire, essayant de mettre de l'ordre dans mes idées. Le lundi, j'ai reçu un message d'Ethan. « Il faut qu'on parle. Dîner chez moi ce soir, à 20h. Juste une discussion. C'est promis. » J'ai répondu par une simple confirmation, même si je savais que je me dirigeais vers quelque chose qui pourrait changer ma vie du tout au tout. Lorsque j'arrivai à son appartement, Elena me conduisit sur la terrasse, où Ethan était assis près d'une table élégamment dressée, la ville scintillant autour de nous. « Merci d'être venu », a-t-il dit en se levant pour me saluer. Il y avait dans son comportement une formalité qui n'existait pas auparavant. « Votre invitation m'a semblé importante », ai-je répondu en m'asseyant sur la chaise qu'il m'indiquait. Nous avons dîné dans une conversation polie et distante, discutant de politique, des derniers livres que nous avions lus, rien de personnel.
Ce n'est que lorsque le café a été servi qu'Ethan a enfin abordé la véritable raison de notre rencontre. J'ai beaucoup réfléchi à notre situation, Oliver. Il posa sa tasse sur la table avec précision. Et je suis arrivé à une conclusion. Quoi? Nous devons séparer complètement le personnel du professionnel, pour votre protection et la mienne. J'ai ressenti une pointe de déception à laquelle je ne m'attendais pas. Tu veux donc mettre fin à ce qui se passe entre nous? Non. Ses yeux ont rencontré les miens avec une intensité renouvelée. Je veux formaliser les choses. Un accord clair, avec des attentes définies de part et d'autre. Un accord, je répète, incrédule. Comme un contrat? Exactement comme un contrat. Il s'est levé et s'est dirigé vers une table où se trouvait une élégante mallette en cuir. J'ai tout documenté ici. Vous avez rédigé un contrat pour nous? C'est ce que je fais, Oliver. Je structure les relations, fixe les paramètres, atténue les risques. Il a posé le dossier devant moi. Je l'ai ouvert avec des doigts légèrement tremblants pour trouver un document de plusieurs pages, impeccablement formaté et détaillé. Accord de relations personnelles. Ai-je lu le titre à haute voix, incrédule. Lisez-le attentivement, dit Ethan en retournant s'asseoir. Je veux que tu comprennes exactement dans quoi tu t'engages. J'ai passé les 20 minutes suivantes à lire le document le plus surréaliste de ma vie. Il détaillait les attentes en matière d'exclusivité, de confidentialité et de comportement public. Des sections entières étaient consacrées aux préférences personnelles, aux limites et même à un glossaire. Ai-je hésité, cherchant le mot juste, intense. Je suis un homme intense, a-t-il répondu simplement. Je ne fais rien à moitié, Oliver, surtout quand il s'agit de quelque chose ou de quelqu'un que je veux. Et si je n'accepte pas, alors nous continuerons le livre. Professionnel, distant, et pas de répétition de ce qui s'est passé à San Francisco. Son ton était neutre, mais j'ai vu une lueur dans ses yeux. De la peur, peut-être, c'est ton choix. J'ai refermé le dossier lentement, l'esprit rempli de pensées contradictoires. Pourquoi moi? Il y a des centaines de personnes qui donneraient n'importe quoi pour être avec toi. Et c'est précisément la raison. Il se pencha en avant, son masque de contrôle momentanément abaissé. Ils veulent Ethan Blackwood, le milliardaire, l'idée qu'ils se font de moi. Vous y voyez clair, vous questionnez, vous défiez, vous n'êtes pas facilement impressionné. Donc vous me voulez parce que je ne me prosterne pas à vos pieds? Un sourire ourla ses lèvres. Je te veux pour de nombreuses raisons, Oliver. Ton intelligence, ton intégrité, ta beauté. Ses yeux parcoururent mon visage avec une appréciation non dissimulée. Mais surtout parce que, quand je suis avec toi, je ressens quelque chose que j'éprouve rarement. Quoi? Une véritable curiosité, un désir de révéler des parties de moi-même que je garde soigneusement cachées. Il fait une pause. Et un désir tout aussi fort de découvrir chaque partie de toi. L'air entre nous semblait chargé d'électricité. Son aveu, étonnamment vulnérable de la part d'un homme aussi contrôlé, m'a complètement désarmé. « J'ai besoin de réfléchir », ai-je finalement dit en me levant. « C'est plus que ce à quoi je m'attendais. » Il a hoché la tête, le masque de contrôle à nouveau en place. « Prenez le contrat, prenez des notes, faites des suggestions. C'est une négociation, pas un ultimatum. » À la porte de son appartement, il m'a tenu le bras doucement, ses doigts laissant une traînée de chaleur sur ma peau. Oliver, sa voix était plus basse, plus intime. Quelle que soit ta décision à notre sujet, le livre continue. Ta carrière n'en sera pas affectée. Merci, répondis-je, surpris par sa considération. Je me suis penché pour lui donner un rapide baiser d'adieu, un geste impulsif que je n'avais pas prévu. Ses lèvres ont rencontré les miennes avec une chaleur contenue, comme s'il se retenait délibérément. Quand je me suis éloigné, ses yeux étaient sombres, sa respiration légèrement altérée. « Bonne nuit, Oliver », dit-il doucement. « Bonne nuit, Ethan. » Je suis sorti dans la nuit new-yorkaise avec le contrat dans les mains et la certitude que j'étais sur le point de vivre quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne pouvais pas encore le dire. 3 jours ont passé sans que je contacte Ethan. J'ai continué à travailler sur le livre, à organiser mes notes et mes transcriptions, mais j'ai délibérément évité de prendre une décision concernant le contrat. Le 4e jour, j'ai reçu un bouquet de fleurs à mon appartement. Des orchidées rares dans un arrangement élégant, avec une carte simple. Pas de pression. Juste pour te rappeler que je pense à toi. Ce geste, étonnamment romantique de la part de quelqu'un d'aussi pragmatique qu'Ethan, m'a touché d'une manière inattendue. Ce soir-là, j'ai relu le contrat, cette fois-ci plus calmement.
Il y avait des clauses qui me dérangeaient, des attentes qui me semblaient excessives, mais j'y trouvais aussi une honnêteté brutale qui était, à sa manière, rafraîchissante. Ethan n'essayait pas de me piéger. Il jouait carte sur table, révélant exactement qui il était et ce qu'il voulait. Le lendemain, je lui ai envoyé un message. « Pouvons-nous nous rencontrer pour discuter du contrat? J'ai mes propres conditions. » Sa réponse a été immédiate. « Mon appartement à 7 heures. Je vous attends. » Lorsque je suis arrivé, Ethan était assis dans son bureau, travaillant sur un ordinateur portable. Il l'a fermé immédiatement en me voyant, comme si j'étais plus important que n'importe quelle affaire de milliardaire. « Tu es venu, » dit-il, un léger sourire aux lèvres. « Avec quelques modifications ?» ai-je répondu en sortant le contrat de mon sac. J'avais marqué plusieurs sections avec des notes détaillées. « Montrez-moi, » dit-il en indiquant une chaise à côté de lui. Nous avons passé l'heure suivante à négocier de manière étonnamment équilibrée. Ethan a écouté mes préoccupations avec une attention sincère, cédant sur les points que je considérais comme importants, expliquant son raisonnement lorsqu'il n'était pas d'accord. « Je ne veux pas que tu te sentes diminué ou contrôlé au-delà de ce qui est confortable pour toi. C'est ce qui me perturbe chez toi, ai-je admis. D'un côté, tu sembles vouloir contrôler tous les aspects de ma vie, et de l'autre, tu fais preuve d'une certaine considération pour moi. L'instant d'après, tu fais preuve d'une considération qui contredit cette image. » Il réfléchit un instant. « J'ai été élevé dans un environnement chaotique, Oliver. Mon père était violent, ma mère était souvent absente, en proie à ses propres démons. J'ai appris très tôt que le contrôle était le seul moyen de survivre. Et maintenant? Maintenant, c'est comme ça que je respire. » Ses yeux ont croisé les miens. « Mais je suis prêt à adapter mes attentes à ton égard, dans les limites de ce que je peux supporter. » Cet aveu, cette petite révélation de vulnérabilité, c'est ce qui m'a finalement décidé. J'accepte, ai-je dit doucement, avec les changements dont nous avons discuté. Quelque chose brillait dans ses yeux. Le triomphe, le soulagement, le désir, tous mélangés dans une intensité qui faisait battre mon cœur. « Je le réviserai et vous apporterai une version finale demain, » dit-il, la voix maîtrisée, même si je pouvais voir la tension dans sa posture. Ou bien, suggérais-je en me rapprochant de lui, nous pourrions avancer certains aspects de l'accord. Sa respiration s'est visiblement ralentie. Quels aspects? En réponse, je me suis penché et je l'ai embrassé, mes mains tenant son visage. Pendant un instant, il a semblé figé de surprise. Puis, avec un son grave qui semblait provenir du fond de sa gorge, il m'a rapproché, approfondissant le baiser avec une intensité qui m'a laissé à bout de souffle. Ses mains glissèrent le long de mon dos, agrippant fermement ma taille tandis qu'il me ramenait contre son bureau. Il y avait une urgence dans son contact, comme s'il s'était retenu trop longtemps. « Oliver » murmura-t-il contre mes lèvres, mon nom étant à la fois une révérence et un appel. « Je suis là » ai-je répondu, me laissant guider par son expérience, son intensité. Il s'est légèrement éloigné, ses yeux parcourant mon visage comme s'il voulait en mémoriser chaque détail. « Tu es sûr ?» Cette question, si réfléchie au milieu d'un désir évident, m'a profondément touché. Je le suis. Pour l'instant, il n'y a que ça, juste nous. D'un geste fluide, il me souleva, m'assit sur le bord de son bureau et se plaça entre mes jambes. Ses baisers ont tracé un chemin le long de mon cou, tandis que ses mains habiles déboutonnaient lentement, avec révérence, ma chemise. « Tu es parfaite », a-t-il murmuré, ses lèvres effleurant ma peau nouvellement exposée. Dès que je t'ai vu, j'ai su que je devais t'avoir. Mes mains ont trouvé ses cheveux, ses épaules, se délectant de la fermeté de son corps sous le tissu coûteux de sa chemise. Il y avait quelque chose d'enivrant à le prendre à part comme ça. Voir le puissant Ethan Blackwood s'abandonner au désir, ses défenses abaissées pour moi. Lorsque ses mains se sont portées sur ma ceinture, j'ai hésité instinctivement. Il s'arrêta immédiatement, ses yeux cherchant les miens. Trop vite, j'ai hoché la tête. Gêné. Un peu. Peut-on aller plus lentement? Au lieu de la frustration, j'ai vu de l'appréciation dans son regard. Bien sûr, nous avons tout le temps du monde. Il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, ses mains venant se poser sur ma joue, avec une tendresse qui contrastait avec son intensité habituelle. À cet instant, j'ai entrevu une facette d'Ethan Blackwood que peu de gens verraient jamais. Patiente, attentionnée, presque vulnérable. Nous avons passé le reste de la soirée à explorer les limites du confort de l'autre. Des baisers qui allaient de doux à désespérés, des caresses qui révélaient autant qu'elles cachaient,
des conversations à voix basse qui ouvraient la voie à quelque chose de plus profond qu'une simple attirance physique. Lorsque j'ai finalement quitté son appartement au petit matin, je me sentais à la fois épuisée et plus vivante que je ne l'avais jamais été. J'avais choisi d'entrer dans le monde d'Ethan Blackwood. Il ne me restait plus qu'à découvrir si je pouvais garder ma propre identité intacte dans le processus. L'histoire d'Oliver et d'Ethan ne fait que commencer. Si vous êtes curieux de découvrir comment cette relation intense va évoluer et quels secrets doivent encore être révélés, ne manquez pas de suivre le dernier épisode. Oliver sera-t-il capable de gérer le côté contrôlant d'Ethan? Quelles limites seront testées? Et surtout, l'amour peut-il s'épanouir dans une relation fondée sur le contrôle? Et le pouvoir? Suivez-nous pour le découvrir. L'accord a été signé le lendemain matin, dans un rituel presque solennel, dans le bureau d'Ethan. La version finale intégrait mes principales demandes: protection de la vie privée, respect des limites et clauses me permettant de mettre fin à la relation à tout moment sans compromettre le projet de livre. « Oh, c'est un contrat inhabituel », ai-je commenté en regardant nos deux signatures côte à côte sur le papier officiel. « Nous sommes des gens inhabituels », a répondu Ethan en rangeant le document dans un coffre-fort encastré dans le mur. Ses yeux rencontrèrent les miens avec une intensité qui m'était désormais familière. Et ce que nous avons est unique. Les semaines suivantes ont été une danse délicate entre le professionnel et le personnel. Pendant la journée, j'étais le biographe, interrogeant des personnes de son passé, examinant des documents, rédigeant des chapitres qui retraçaient l'ascension fulgurante d'Ethan Blackwood. La nuit, j'explorais un territoire complètement différent, le côté d'Ethan que très peu de gens connaissaient. J'ai découvert que, malgré son besoin de contrôle, il pouvait être étonnamment prévenant. Il a rapidement appris mes préférences, les livres que j'aimais, la musique qui me calmait, la façon dont je prenais mon café les matins ou je me réveillais dans son appartement. Mais il y avait aussi des moments où sa nature dominatrice se manifestait pleinement. Il planifiait nos rendez-vous dans les moindres détails, choisissait ce que je devais porter lors d'événements importants et exprimait sa désapprobation lorsque je prenais des décisions sans le consulter. Un soir, alors qu'il avait réorganisé mon emploi du temps pour y inclure un dîner avec un rédacteur en chef important, susceptible de donner un coup de pouce à ma future carrière, je lui ai dit « Tu es autoritaire, je suis efficace », a-t-il corrigé, assis derrière son bureau, impeccable dans son costume même après une longue journée. Il y a une différence subtile, mais importante. Et quelle est-elle? Le contrôle est une question de puissance. L'efficacité, ce sont les résultats. Ses yeux rencontrent les miens. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, Oliver. Pour nous. Il était difficile d'argumenter lorsque ces interventions se traduisaient souvent par des avantages tangibles. L'éditeur avec lequel nous avions dîné m'a proposé un contrat pour publier des articles mensuels une fois la biographie terminée. Mon directeur de thèse à l'université a été impressionné par mon accès sans précédent à l'un des hommes les plus puissants de New York. Mais au fur et à mesure que je me rapprochais d'Ethan, je remarquais des fissures dans sa façade soigneusement construite, des cauchemars occasionnels qui le réveillaient en sueur au milieu de la nuit, une intolérance sévère à l'égard de certaines musiques qui lui rappelaient des souvenirs d'enfance, une nervosité presque imperceptible à l'évocation de son père. « Tu ne parles jamais de ton père », lui ai-je fait remarquer un dimanche matin, alors que nous sirotions un café sur le balcon de son appartement, la ville s'éveillant sous nos pieds. Son expression s'est immédiatement crispée. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Il a été mentionné dans plusieurs interviews que j'ai faites. Les gens disent que vous étiez semblables. Les gens ne savent rien. » La froideur de sa voix était tranchante. Mon père était un tyran narcissique qui mesurait sa valeur par la peur qu'il inspirait aux autres. Et cela vous a affecté. Il m'a regardé longuement, comme s'il décidait de ce qu'il allait révéler. Cela m'a façonné. Il y a une différence. Dis-moi, ai-je demandé doucement, en plaçant ma main sur la sienne. Au cours de l'heure qui a suivi, Ethan a révélé des détails de son enfance qui ne figuraient dans aucun registre public. Un père violemment perfectionniste qui punissait l'échec avec une cruauté calculée, une mère émotionnellement absente qui se réfugiait dans les substances, une détermination forgée dans la souffrance à ne jamais être vulnérable. À l'âge de 12 ans, je me suis promis de ne plus jamais être à la merci de qui que ce soit, conclut-il, la voix contenue mais chargée d'émotions réprimées. Que je construirais mon propre monde où je ferais les règles. Et c'est ce que vous avez construit, ai-je observé. Un empire où vous contrôlez tout, y compris les gens.
a-t-il ajouté, ses yeux rencontrant les miens avec une honnêteté brutale. C'est pourquoi je préfère les relations avec des paramètres clairs. Pas de surprises, pas de variables imprévisibles, comme les sentiments. Un sourire triste ourla ses lèvres. Surtout les sentiments. C'est la variable la plus dangereuse de toutes. C'est pour ça que tu ne dis jamais que tu m'aimes? La question est sortie avant que je puisse l'arrêter, révélant une vulnérabilité que je n'avais pas l'intention de montrer. Ethan était resté immobile, ses yeux étudiant mon visage avec une intensité presque douloureuse. « Et c'est important pour toi? »« Peut-être, » ai-je admis, me sentant soudain exposé. « Parfois, je me demande ce que je suis vraiment pour toi. » Il s'est levé et s'est dirigé vers la balustrade du balcon, sa silhouette imposante se découpant sur le ciel de Manhattan. Lorsqu'il se retourna, il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Tu es la variable que je ne peux pas contrôler, Oliver, l'équation que je ne peux pas résoudre. » Il prend une grande inspiration. « Et oui, cela me terrifie absolument. » Le livre a progressé rapidement. En l'espace de 4 mois, j'avais un manuscrit substantiel qui rendait compte non seulement de la trajectoire professionnelle d'Ethan, mais aussi des nuances de sa personnalité complexe. Sa détermination impitoyable, son intelligence stratégique, ses principes rigides de loyauté. Cependant, certaines parties de sa vie sont restées obscures, certaines lacunes dans son histoire que ni les archives officielles ni les entretiens ne pouvaient combler complètement. En particulier les années entre son 23e et son 26e anniversaire, pendant lesquelles il avait disparu du radar du public pour refaire surface avec l'algorithme révolutionnaire qui deviendrait la base de son empire. « J'ai besoin d'en savoir plus sur les années manquantes », ai-je dit un soir, alors que nous travaillions côte à côte dans son bureau. Moi sur le manuscrit, lui sur des affaires internationales. Ses doigts se sont arrêtés sur le clavier. « Est-ce nécessaire ? » « C'est fondamental, j'ai insisté, c'est là que tout a commencé pour toi, l'origine d'Obsidian. Certains secrets doivent rester secrets, Oliver, a-t-il dit, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Pas dans une biographie, ai-je argumenté. Surtout une biographie que tu as toi-même autorisée. Il a fermé son ordinateur portable d'un clic doux mais décisif. Il y a une raison pour laquelle j'ai gardé cette période de ma vie privée. Je ne suis pas prêt à la partager. Pas même avec toi. Au fil des mois de notre relation, j'avais appris quand il fallait insister et quand il fallait reculer. Mais cette fois, quelque chose en moi refusait de bouger. Comment puis-je écrire ta véritable histoire si tu en caches certaines parties? Comment puis-je vraiment te connaître? Son expression se durcit. Tu me connais mieux que quiconque, Oliver. Ce n'est pas suffisant. Pas si j'écris ta biographie. Je me suis levé, frustré. Et peut-être que ce n'est pas suffisant pour nous non plus. Quelque chose a brillé dans ses yeux. De la colère, peut-être de la blessure. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que nous avons construit quelque chose basé sur l'honnêteté, mais que tu as encore des murs autour de toi, des murs que tu ne me laisses pas franchir. Il s'est levé lui aussi. La tension était palpable entre nous. Il y a des choses sur moi que tu ne comprendrais pas, des décisions que j'ai dû prendre et qui changeraient la façon dont tu me vois. Tu ne me fais pas assez confiance pour me laisser prendre ces décisions, ai-je répondu, blessé. J'ai confiance en toi, insiste-t-il en baissant la voix. Mais je ne me fie pas à la réaction de qui que ce soit face aux parties les plus sombres de mon être, pas même la tienne. J'ai quitté le bureau ce soir-là sans avoir trouvé de solution, le premier vrai désaccord entre nous laissant un goût amer. Les jours suivants, nous avons gardé une distance polie, travaillant toujours ensemble, partageant encore des moments d'intimité, mais avec quelque chose d'irrésolu entre nous. C'est Samantha, la sœur d'Ethan, qui, par inadvertance, a remis le sujet sur le tapis. Lors d'une interview pour le livre, elle a mentionné avec désinvolture, bien sûr, après ce qui s'est passé avec Robert Thorne, Ethan n'a plus jamais été le même. « Robert Thorne » ai-je demandé, ce nom ne m'étant pas familier après toutes mes recherches. Samantha pâlit visiblement. « Il ne vous a pas parlé de Robert ?»« Non. Qui était-il » Elle hésite, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas à moi de raconter cette histoire, Oliver. Vous devriez demander à mon frère. Quand j'ai confronté Ethan ce soir-là, il était furieux. Pas contre moi, mais contre sa sœur pour avoir mentionné le nom tabou. « Robert Thorne était mon mentor », a-t-il finalement déclaré en se servant une généreuse rasade de whisky. « Et ensuite, mon pire ennemi. » L'histoire qui suivit révéla le chapitre le plus sombre de la vie d'Ethan. Robert Thorne, un brillant investisseur de Wall Street, avait reconnu le potentiel d'Ethan à la sortie de l'université et l'avait pris sous son aile.
Pendant 3 ans, Ethan a travaillé directement avec Thorne, apprenant les secrets des marchés financiers, nouant des relations, développant l'algorithme qui finirait par tout révolutionner. Il était comme un père pour moi, avoue Ethan, la voix chargée d'une émotion qu'il ne montre que rarement. Le premier adulte qui a vraiment cru en moi. Que s'est-il passé? Ethan avala le reste de sa boisson avant de poursuivre. Il a essayé de voler mon travail. L'algorithme était ma création. Mais comme je travaillais pour lui, je pouvais légalement le revendiquer. Quand j'ai découvert ses plans, il hésita, les yeux fixés sur un point lointain. J'ai pris des mesures pour protéger ce qui m'appartenait. Quel genre de mesures? Le genre de mesures qui ont permis à Robert Thorne de ne plus jamais travailler à Wall Street. Son regard rencontra le mien, froid et calculateur. J'ai découvert qu'il avait manipulé certains marchés des années auparavant. J'ai fourni des preuves aux autorités de manière anonyme. Vous avez détruit sa carrière. Il a essayé de détruire mon avenir, rétorque Ethan sans aucun remords dans la voix. C'était de la justice poétique. Et après, il a tout perdu. Fortune, réputation, famille. Il y avait une distance clinique dans la façon dont Ethan racontait la destruction d'un homme. 6 mois plus tard, on l'a retrouvé mort dans son appartement. Suicide. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Il s'est suicidé à cause de ce que vous avez fait. Il s'est suicidé à cause de ce qu'il a fait, a corrigé Ethan avec une dureté dans la voix que j'ai rarement entendue. J'ai juste exposé la vérité. Je l'ai regardé comme si je le voyais sous un nouveau jour. Pas l'Ethan contrôlé et calculateur que je connaissais, mais quelqu'un capable d'une vengeance qui avait poussé un homme au désespoir ultime. Maintenant tu sais, a-t-il dit en observant ma réaction, le secret que je ne voulais pas que tu découvres, la façon dont je suis vraiment né dans le monde des affaires, sur les cendres de quelqu'un qui a essayé de me trahir. Je suis restée silencieuse, digérant ce que je venais d'entendre, sentant le poids de l'aveu entre nous. « Vous me jugez pour cela ?» a-t-il dit, mais ce n'était pas une question. « J'essaie de comprendre », ai-je répondu honnêtement. L'homme que je connais, qui me témoigne tant de considération, est aussi capable de détruire quelqu'un sans remords. Je suis ces 2 hommes. Oliver, sa voix était douce, presque résignée. L'homme que tu as connu ces derniers mois est l'homme qui fera tout ce qu'il faut pour protéger ce qui lui appartient. J'ai toujours été honnête à ce sujet. Je me suis levé. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. J'ai besoin de temps. Pour décider si tu veux toujours être avec moi, maintenant que tu connais cette partie de moi. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste une triste acceptation. Pour décider si je peux réconcilier ces 2 versions de toi, ai-je corrigé. Et pour comprendre ce que cela signifie pour nous. J'ai passé les 3 jours suivants dans mon propre appartement, ignorant les messages d'Ethan, essayant de trouver la clarté. Le manuscrit du livre, presque terminé, me fixait sur l'écran de mon ordinateur portable, l'histoire d'un homme que je croyais connaître, mais qui continuait à me surprendre. Le 4e jour, Samantha s'est présentée à ma porte à l'improviste. « Mon frère est nul », dit-elle sans préambule. « Je ne l'ai jamais vu comme ça de la part de qui que ce soit. C'est lui qui t'a envoyé ici? Il me tuerait s'il savait que je suis ici, » a-t-elle répondu avec un sourire triste. « Mais j'ai pensé que vous devriez savoir quelque chose sur l'histoire de Robert. » Elle est entrée, s'asseyant lourdement sur mon canapé abîmé, aussi déplacée dans son ensemble design que je me sentais dans le monde luxueux d'Ethan. « Ethan ne vous a pas tout dit, » poursuit-elle. « Robert Thorne n'était pas seulement votre mentor, c'était sa première relation sérieuse. Cette révélation m'a pris par surprise. Ils étaient ensemble. Samantha acquiesce. Pendant près de 2 ans, Robert était plus âgé, puissant, charismatique, et Ethan, eh bien, vous connaissez Ethan. Il ne fait jamais rien à moitié. Il ne l'a pas mentionné. Ah, bien sûr que non. Elle soupire. La trahison de Robert n'était pas seulement professionnelle, Oliver. Elle était profondément personnelle. Il a utilisé l'amour d'Ethan contre lui, l'a manipulé émotionnellement tout en planifiant de lui voler son travail. Soudain, la réaction impitoyable d'Ethan a pris une nouvelle dimension. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires, mais d'une trahison personnelle dévastatrice. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Parce qu'Ethan Blackwood, avec tout son pouvoir et son contrôle, est terrifié à l'idée d'être vulnérable. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Jusqu'à ce que tu arrives, il a construit un monde où il pouvait garder tout et tout le monde à une distance de sécurité. Et avec moi, avec toi, il risque à nouveau tout. Elle s'est levée pour partir. Vous seul pouvez décider s'il mérite cette chance. Après le départ de Samantha, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un simple message à Ethan. « Can we talk ?» Dans ton appartement ce soir.
Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé debout près de la fenêtre panoramique, regardant la ville. Il s'est retourné en m'entendant entrer, et j'ai été choqué par son apparence. Des cernes profonds sous ses yeux, une barbe non taillée, une vulnérabilité dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Vous êtes venu », a-t-il dit simplement. « Votre sœur m'a rendu visite. » Une ombre d'irritation a traversé son visage. Samantha a toujours été très protectrice. Elle m'a parlé de vous et de Robert. Ethan resta immobile, l'expression soigneusement neutre. « Je vois. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Parce que c'est la partie la plus honteuse de ma vie, admit-il, la voix basse. Je me suis laissé manipuler par quelqu'un qui prétendait m'aimer. J'ai été aveugle, naïf, faible. Être trahi n'est pas une faiblesse, Ethan. Pour moi, ça l'est. Il s'est rapproché, s'arrêtant à quelques pas. J'ai appris la leçon la plus douloureuse qui soit sur la confiance en quelqu'un, sur le fait d'aimer quelqu'un. Et c'est pourquoi tu as besoin de tant de contrôle maintenant, conclut-il, les pièces se mettant enfin en place. C'est pour ça qu'il y a des contrats, des règles, des paramètres. Il hocha lentement la tête. J'ai construit un système dans lequel personne ne pourra plus jamais me faire du mal comme ça. Même moi, dit-il doucement. Ai-je raison? Ses yeux rencontrèrent les miens, cette rare vulnérabilité étant toujours présente. Tu es la seule personne qui ait réussi à franchir mes défenses depuis lors, et cela me terrifie complètement. Je fis un pas vers lui, puis un autre, jusqu'à ce que nous ne soyons plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Ethan Blackwood, effrayé par un simple étudiant en journalisme, un léger sourire ourla ses lèvres. « Tu n'as rien de simple, Oliver Hayes. » J'ai touché son visage doucement, sentant la barbe rugueuse sous mes doigts. « Je ne sais toujours pas si je peux réconcilier toutes les versions de toi. L'homme impitoyable qui a détruit votre ex-amant. Le maniaque du contrôle qui a besoin de dicter chaque aspect de nos vies. Et l'homme vulnérable en face de moi maintenant. Ce sont toutes des parties de moi, a-t-il répondu honnêtement. Je ne peux pas changer qui je suis, Oliver. Je ne te le demande pas. Nos regards se sont croisés. Je te demande juste de me faire suffisamment confiance pour me montrer toutes ces parties, même celles dont tu penses qu'elles me feront fuir. Quelque chose s'est brisé dans son expression. Une dernière défense a cédé. Il m'a attiré dans une étreinte désespérée, son visage enfoui dans mon cou. « J'ai peur de te perdre », a-t-il murmuré. Des mots que je n'aurais jamais imaginé entendre de la bouche d'Ethan Blackwood. « Après tout ce que nous avons partagé. »« Ethan », répondis-je doucement, mes bras l'entourant étroitement. « Je n'ai jamais exigé de toi la perfection, seulement de l'honnêteté. Lorsque nous nous sommes séparés, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas seulement du désir ou de la fascination, mais quelque chose de plus profond, de plus effrayant dans son intensité. « Je t'aime, Oliver Hayes », a-t-il dit, les mots sortant presque malgré lui, complètement irrationnellement à l'encontre de mon meilleur jugement. Cette déclaration m'a pris au dépourvu, non seulement par ces mots, mais aussi par la vulnérabilité absolue avec laquelle ils ont été prononcés. Ethan Blackwood, l'homme qui contrôlait des empires financiers, livrait son cœur sans garantie, sans contrat, sans protection. « Je t'aime aussi », ai-je répondu, la vérité de cette déclaration me surprenant autant qu'elle l'a fait pour lui, avec toutes ses complexités et ses contradictions. Il m'a alors embrassé, un baiser comme il n'y en avait jamais eu auparavant, ni calculé, ni contrôlé, mais exposé et vrai. Cette nuit-là, il n'y avait plus de mur entre nous, plus de secrets non révélés, plus aucune partie de nous n'était cachée à l'autre. 3 mois plus tard, le manuscrit était terminé. Il ne s'agissait pas seulement de l'histoire de l'empire financier d'Ethan Blackwood, mais du parcours complexe d'un homme façonné par le traumatisme et la trahison, qui a retrouvé le chemin de la vulnérabilité. J'ai inclus l'histoire de Robert Thorne, avec la permission d'Ethan, non pas comme un scandale, mais comme un moment formateur qui explique une grande partie de ce qu'il est devenu. Je lui ai demandé, alors qu'il lisait le dernier chapitre, « Es-tu sûr de toi? Une fois que c'est publié, on ne peut plus revenir en arrière. Je suis fatigué des secrets, a-t-il répondu en refermant le manuscrit. Et c'est la vraie histoire, pas la version aseptisée que mon équipe de relations publiques créerait. Quelque chose avait changé chez Ethan depuis notre confrontation. Une légèreté subtile, comme si un poids qu'il avait porté pendant des années avait été partiellement enlevé. Il contrôlait toujours, organisait toujours notre temps ensemble avec une précision quasi militaire, exigeait toujours l'excellence de la part de tous ceux qui l'entouraient. Mais il y avait aussi des moments de spontanéité, d'abandon, de confiance,
qui aurait été inimaginable lors de notre première rencontre. Le contrat qui nous liait existait toujours techniquement, mais il était rarement mentionné, vestige d'une époque où la confiance avait besoin d'être formalisée pour exister. Le jour où le manuscrit a été envoyé à l'éditeur, Ethan m'a fait la surprise d'un voyage imprévu. Un week-end dans une cabane isolée dans les montagnes, sans Internet, sans téléphone, sans intrusion du monde extérieur dans notre univers privé. Pas d'agenda, a-t-il promis, au volant de sa voiture de sport sur la route sinueuse. Pas d'attente. La cabane était luxueuse dans sa rusticité. Bois et pierres naturelles, surplombant un lac cristallin entouré d'arbres majestueux. Pas de personnel, pas de chef, juste nous deux. Je lui ai demandé, surprise, s'il savait cuisiner, alors qu'il commençait à préparer notre dîner avec une habileté évidente. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore sur moi », a-t-il répondu avec un sourire énigmatique. Nous avons toute une vie pour le découvrir. Les mots sont restés suspendus entre nous, chargés de promesses. Toute une vie. C'était la première fois que l'un de nous deux évoquait un avenir à long terme de manière aussi explicite. Plus tard, assis sur le balcon sous un ciel étoilé que nous ne verrions jamais à Manhattan, Ethan m'a tenu la main, ses doigts s'entrelaçant dans les miens avec une familiarité qui semblait maintenant naturelle. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi, Oliver ?» demanda-t-il, la voix douce dans l'obscurité. « Mes compétences journalistiques impeccables, plaisantai-je. Ah, ton courage, a-t-il corrigé, sérieusement. Tu as eu le courage de m'affronter quand personne d'autre ne l'aurait fait, d'exiger la vérité alors qu'il aurait été plus facile d'accepter la version polie, d'aimer quelqu'un comme moi, avec tous mes défauts. Ce n'est pas du courage, ai-je répondu honnêtement. C'est juste de l'amour. Le véritable amour ne permet pas les masques. Il s'est tourné vers moi, son visage illuminé par le clair de lune, plus ouvert et vulnérable que je ne l'avais jamais vu. Tu as changé ma vie, a-t-il dit simplement. Je pensais vous inviter à écrire mon histoire, mais en fait, vous avez réécrit mon avenir. À cet instant, sous les étoiles, loin de l'empire qu'il avait bâti, Ethan Blackwood n'était pas le magnate redouté de Wall Street ni le contrôleur méticuleux. Il était juste un homme qui avait trouvé le courage d'aimer à nouveau, malgré toutes les cicatrices du passé. Et moi, l'étudiante en journalisme qui était entrée dans son monde par ambition professionnelle, j'avais trouvé quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait capturer, qu'aucun livre ne pouvait décrire complètement. La transformation qui se produit lorsque deux personnes choisissent d'abaisser leur défense, l'une pour l'autre, un jour à la fois. La biographie d'Ethan Blackwood a été publiée 1 an après notre première rencontre et est rapidement devenue un best-seller. Les critiques ont salué son honnêteté brutale, le récit complexe d'un homme dont les échecs ont été aussi importants que les triomphes. « Vous avez saisi l'essentiel ?» a déclaré Samantha après avoir lu le livre. « Personne n'a jamais compris mon frère aussi complètement que vous. Ce que les lecteurs ne savaient pas, ce qu'aucune interview n'a révélé, c'est que l'histoire s'est poursuivie après la dernière page. Comment j'ai emménagé dans l'appartement d'Ethan 6 mois après la publication. Comment il a lentement appris à lâcher les rênes du contrôle, à croire que tout n'avait pas besoin d'être planifié pour fonctionner. Comment j'ai appris à naviguer dans le monde, privilégié qu'il habitait sans perdre mon identité ou mes principes. Cela n'a pas toujours été facile. Il y a eu des discussions animées sur son instinct de microgestion de ma carrière naissante d'écrivain. Il y a eu des moments où ces insécurités profondément ancrées ont refait surface, l'amenant à construire des murs que nous devions à nouveau abattre. Des occasions où mon propre besoin d'indépendance s'est heurté à son désir de protection. Mais il y a aussi eu des joies inattendues. Le regard d'Ethan lorsque je lui ai montré le manuscrit de mon premier roman. La fierté dans ses yeux lorsque j'ai refusé son aide pour obtenir un contrat d'édition, déterminé à gagner par mes propres mérites. La vulnérabilité dans sa voix lorsqu'il m'a finalement emmené voir la tombe de sa mère, partageant des souvenirs qu'il n'avait jamais confiés à personne. Et il y a eu ce moment, lors de notre 2e anniversaire, où il m'a emmené sur la terrasse de son immeuble, à l'endroit même où nous nous étions embrassés pour la première fois, et où il m'a tendu une petite boîte en velours. Pas de contrat cette fois, a-t-il dit en ouvrant la boîte pour révéler une paire d'alliances élégantes et simples, juste une promesse, d'essayer chaque jour d'être digne de l'homme qui m'a appris à aimer sans crainte. En passant la bague à mon doigt, j'ai pensé au jeune homme naïf qui était entré dans ce même bâtiment 2 ans plus tôt, ne cherchant qu'un entretien qui donnerait un coup de pouce à sa carrière.
Comment aurait-il pu imaginer qu'il y trouverait non seulement une histoire à raconter, mais une histoire à vivre? Ethan Blackwood contrôle toujours des empires financiers d'une main de fer. Il intimidait toujours les cadres dans les salles de réunion, prenait toujours des décisions difficiles, sans hésitation. Mais dans l'espace privé que nous avions construit ensemble, il avait trouvé quelque chose de tout aussi puissant, la liberté qui vient lorsque vous vous permettez enfin d'être vraiment connu, vraiment vulnérable, vraiment aimé. Et moi, Oliver Hayes, le journaliste qui avait entrepris de découvrir la vérité sur l'un des hommes les plus puissants de New York, j'avais découvert une vérité bien plus profonde au cours de ce processus, que même les relations qui commencent par des contrats et des conditions peuvent, avec le temps et la confiance, se transformer en quelque chose qu'aucun document ne pourra jamais capturer. Quelque chose que, contre toute attente, nous pourrions simplement appeler l'amour. Merci d'avoir suivi le voyage d'Oliver et d'Ethan dans ce roman intense et transformateur. Si vous avez été touché par l'évolution de ces personnages, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. C'est votre soutien qui m'incite à continuer à créer des histoires sur les relations complexes et le pouvoir de transformation de l'amour véritable. Si vous avez aimé 50 nuances de péché, ne manquez pas de jeter un coup d'œil à mes autres œuvres et de suivre les prochaines parutions qui promettent d'être aussi passionnantes et captivantes que cette histoire.